Hop là, voilà, là ça ira mieux. Donc on commence, donc je vous répète, pardon. On a, donc bonjour hein, à tous. Donc ce matin je vais me focaliser sur trois articles, deux articles de Scientific American sur, on va dire, le fait de trouver sa passion, de trouver du sens à sa vie, et un article de Greater Good Magazine sur le fait de débloquer son talent chez soi, enfin débloquer le talent chez soi et chez les autres. Donc des articles de vulgarisation plutôt, soit écrits par des chercheurs, soit et ou qui renvoient aussi à des articles scientifiques. Et on va traiter de ce sujet-là d'abord, et puis ensuite on verra si on a un petit peu de temps pour traiter un autre sujet, mais je pense qu'on peut déjà faire le tour avec ces trois articles-là. Désolé, j'ai voulu démarrer vite et j'ai oublié d'allumer le micro tout à l'heure. C'est pas grave, on a perdu une minute. On est reparti. Alors, on va commencer par cet article publié donc en septembre. Je le disais, j'ai beaucoup d'articles en stock en fait que j'ai pas eu le temps de traiter dans des revues précédentes. Donc en fonction, il y en a certains que j'ai abandonnés parce qu'ils n'étaient pas forcément soit hyper pertinents, soit hyper faciles à évoquer sans y passer trop de temps. En tout cas, j'estime. Sans y passer 30-40 minutes sur un article, c'est un peu lourd. Donc j'en ai écarté certains, mais il y en a certains que j'ai gardés parce qu'ils étaient intéressants. Puis là, on a une thématique un peu globale, donc c'est chouette. Euh, donc qu'est-ce qu'il dit dans cet article-là? Donc vous avez, alors évidemment c'est un article américain, mais bon, on a tous cette injonction puisque on a, on a toujours aussi les modes américaines qui arrivent euh, et les tendances américaines qui arrivent en Europe un peu plus tard, mais avec un peu de décalage en année, de moins en moins cela dit, mais voilà. On a tous entendu, vous savez, sur les réseaux, LinkedIn, hein, bien sûr, comment ça dû, avec ses posts très souvent catastrophiques, mais euh, on a tous lu, vu, entendu des coachs, des youtubeurs spécialisés du domaine, etc., dire voilà, trouve ta passion, c'est hyper simple. Moi, j'ai fait des articles aussi là-dessus, basés sur ce qui est dit dans la recherche, sur comment ça fonctionne, justement, une passion, etc. Euh, Il y a des choses plus ou moins intéressantes sur le sujet, mais c'est vrai que c'est une injonction de se dire, et de plus en plus c'est une préoccupation, et le fait que ça soit une préoccupation, c'est pas non plus une mauvaise chose, de se dire, plutôt que de faire un métier purement alimentaire, si j'ai l'espace mental, l'opportunité, l'environnement qui permet ça aussi, hein, parce qu'il il faut pas non plus généraliser, eh bien, c'est quand même bien de se poser la question de est-ce que je peux faire un job qui me plaise. Et parfois, c'est je fais un job et je découvre en faisant ce job-là que c'est un job que j'aime beaucoup. Ça peut aussi être ça. Mais voilà, se poser la question, c'est une question qui ne se posait pas nécessairement de manière aussi généralisée, systématique, il y a 30 ou 40 ans. Donc, se poser la question de se dire, ça serait quand même cool que je prenne du plaisir au travail, puisque c'est quand même enfin, un endroit où je vais passer énormément de temps dans ma vie, c'est pas une question idiote. Bon. Euh, Mais ensuite, il y a la question de la passion, d'avoir des passions dans sa vie, de trouver ça ou ses passions. Et ça, il y a plein d'implications derrière. Donc là, justement, ce que dit l'auteur ici, alors attendez, je revois le nom d'auteur. Il y a deux auteurs, donc O'Keefe et Horberg. Ce qu'ils disent, c'est que trouver une passion, le fait de dire je vais trouver ma passion, c'est comment dire, c'est une question qui implique que la passion elle existe déjà, que c'est quelque chose que vous avez à déterrer en fait, hein. Elle est là, la passion, il faut juste la trouver. On a tous une passion en nous, elle serait préexistante. C'est un peu la même chose que pour les talents, mais je pense qu'on va en reparler dans les trois articles. Euh, et si c'est, je sais plus si dans les trois articles on en parle à un moment donné, mais sinon je l'évoquerai forcément. Mais en fait, voilà, cette idée, elle n'est pas raccord avec ce que nous dit la recherche. En fait, les passions, comme les talents, comme les centres d'intérêt, c'est des choses qui se cultivent, qui se développent. Euh, donc ça commence souvent par de la curiosité, par quelque chose dans l'environnement, par le fait qu'on nous mette dans notre environnement, par exemple quand on est petit, des choses, qu'on nous oriente vers des choses, mais c'est pas quelque chose, on n'a pas, et d'ailleurs c'est pas la même chose avec les talents et les passions, hein, c'est très proche comme thème. Euh,
évidemment que d'un point de vue génétique, on n'a pas un don, un talent inné, une passion innée pour, je sais pas moi, le fait de jouer du piano. Le piano, ça existait bien avant, enfin, pardon, les jeunes existaient bien avant qu'on invente le piano. Et donc, évidemment que c'est pas des talents comme ça, des dons qui arrivent. Et les passions, c'est pareil, elles préexistent pas. Ça commence avec de la curiosité, on teste des choses et on trouve. Et ensuite, à travers un processus d'engagement répété, donc d'implication dans une activité, d'expérience positive, de schémas cognitifs et donc de schémas de connaissances euh, qui vont, qui vont augmenter, s'organiser, etc., euh, on va avoir une valorisation de l'activité. On va internaliser ça, on va avoir une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'on fait l'activité parce qu'elle nous plaît en tant que telle. C'est-à-dire que faire l'activité, c'est une fin en soi. Pas forcément ce qu'elle produit derrière, mais il peut y avoir aussi ça en plus, des bénéfices secondaires évidemment. Ça fait partie du jeu, notamment au début, mais tout au long de l'activité. Mais on fait d'abord l'activité parce qu'elle nous plaît en tant qu'activité. Donc ce qui était intéressant devient un centre alors en anglais ça marche, en français ça marche moins. Ce qui était intéressant devient un intérêt. En gros, ce qui était un centre d'intérêt devient un sujet central pour nous, quoi. Et quand on continue à développer tout ça, les boucles de rétroaction positive, les connaissances, les compétences qui se développent, les expériences positives, le fait de s'impliquer, de le faire fréquemment, etc., ben, on va avoir une passion qui peut émerger. Toutes les activités dans lesquelles on va passer du temps vont pas devenir des passions, mais toutes les passions sont des activités dans lesquelles on a passé du temps et dans lesquelles on a eu des expériences positives. Voilà. Et dans lesquelles on a développé des compétences et des connaissances. Le fait de supposer qu'en fait les passions sont immuables et puis ce sont en fait une essentialisation des passions, c'est quelque chose qui empêche plutôt de les développer. Parce que ça veut dire qu'on ne va pas aborder des sujets, c'est ce qui est dit, ce qu'ils disent ici, on ne va pas aborder des sujets parce qu'on suppose que, non, j'ai pas le don pour, j'ai pas le talent, donc je vais quand même pas y passer du temps, c'est la recette pour l'échec, je vais pas m'exposer à des échecs. Certains sont plus courageux, plus téméraires même, ou plus résilients que d'autres, mais on n'est pas non plus... c'est rare d'être suicidaire quand on a une vision très statique des choses. Si on suppose que pour réussir dans un domaine, il faut une prédisposition, et qu'on suppose qu'on n'a pas cette prédisposition, on ne va pas tenter l'aventure, on ne va même pas essayer. Bon. Alors le problème, c'est que si on s'arrête à des essais simples, il faut du temps pour développer une compétence, donc euh, si on s'arrête vite, évidemment, eh bien, on va renforcer ce qu'on sait sur le sujet, puisque évidemment on n'aura pas eu le temps de développer des compétences, donc on va dire, ben voilà, ça veut bien dire que je n'étais pas doué, mais c'est normal en fait. Et d'un autre côté, pour développer des passions, il faut tester des choses. Et évidemment que tout ce qu'on va tester ne va pas se transformer dans une activité qui va nous plaire non plus, même si on insiste un peu. Donc, si on s'arrête toujours dans des étapes trop précoces, eh bien, on va renforcer cette croyance que les passions, c'est quelque chose d'inné. Et si, dès qu'on a des échecs, on renforce la croyance que en fait, les passions sont innées, ben évidemment, on va forcément avoir des échecs quand on essaye des choses et des activités qui nous plaisent et qui ne nous plaisent pas. Ça ne veut pas dire qu'on a une prédisposition pour, ça veut juste dire que ça ne nous plaît pas en fait. C'est aussi simple que ça. Et que ça ne nous plaît pas à une certaine étape. Donc là, on retombe sur l'état d'esprit fixe versus l'état d'esprit de développement. Donc l'état d'esprit fixe, c'est de penser que les compétences, les capacités sont innées, qu'on a en fait on va dire un ensemble de caractéristiques qui sont données à la naissance et qu'on ne peut pas faire autre chose que, on peut pas sortir de ces caractéristiques. En gros, si je prends la métaphore RPG, vous êtes, je sais pas moi, guerrier, vous avez de la force, de l'endurance, etc. Mais vous ne pourrez jamais être un mage. Parce que vous avez choisi d'être un guerrier au début du jeu, donc c'est fini. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc là, si évidemment on a cette vision du monde, on va rester enfermé dans la même chose. Si on a une vision de développement, ça veut dire qu'on peut tous développer des capacités.
Encore une fois, je reprends la métaphore du RPG, vous avez des RPG où vous n'avez pas de classe, vous avez juste des caractéristiques, et en fait, vous pouvez monter toutes les caractéristiques. Vous pouvez décider, je dis n'importe quoi, vous avez 50 points à distribuer au début, ben vous décidez de les distribuer en force, en endurance, mais rien ne dit qu'après, vous ne pourrez pas distribuer des points je sais pas, des points de compétence dans l'intelligence, dans les arcanes, etc., et devenir mage. Vous voyez. Donc, le monde, il fonctionne plutôt comme ça, avec des points de compétence et des points voilà, de caractéristiques, de traits, que vous allez augmenter par la pratique, plutôt que comme des catégories prédéterminées, où vous êtes prédisposé pour ci ou ça, et après c'est fini, vous ne pouvez pas sortir de votre catégorie. Vous voyez. Parce qu'en fait, le système ne vous autorise pas à le faire. Alors après, l'environnement peut favoriser, il y a plein de choses qui vont contraindre, ou permettre. Mais voilà. Donc évidemment, ce que nous dit la recherche, c'est que la réalité, elle est du côté de l'état d'esprit de développement. Et en plus, c'est plus utile, plus constructif, les gens sont plus heureux. C'est vraiment mieux en tout point. Et l'état d'esprit fixe, c'est quelque chose qui va vous bloquer plutôt. Et qui va plutôt être source d'insatisfaction, etc. Donc, voilà. Mais, les deux chercheurs là, qui publient cet article de vulgarisation parlent de leur recherche là, et ils disent que par rapport aux passions, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement, qui est plutôt sur les compétences en fait à la base, pas forcément sur les passions, eux ils ont fait une distinction et ils ont montré que cette notion en fait d'état d'esprit fixe et d'état d'esprit de développement, elle était différente quand on parlait des passions que quand on parlait des capacités intellectuelles. Mais ils ont aussi trouvé les mêmes biais que pour les capacités intellectuelles. C'est-à-dire que les personnes qui ont un état d'esprit fixe pour les centres d'intérêt, donc potentiellement les passions, vont par exemple penser que bah, si j'ai déjà trouvé ma passion, pourquoi est-ce que je continuerais à explorer d'autres activités? Donc là, en fait, ce qu'ils ont fait dans leurs études, c'est qu'ils ont comparé des étudiants qui étaient dans des études plutôt scientifiques et d'autres qui étaient dans des études plutôt d'art en première année. Enfin, qui avaient choisi en tout cas une option, parce qu'aux États-Unis, on choisit des modules, des thématiques, etc. Et on construit en fait un diplôme comme ça. Euh, et bref, et en gros, ceux qui avaient un état d'esprit fixe dans l'école d'art, enfin qui avaient pris des cours d'art, avaient moins d'intérêt pour les matières scientifiques que les étudiants en art qui avaient un état d'esprit de développement, qui eux s'intéressaient aussi à ça. Alors que quand c'est dans leur domaine dans lequel ils sont déjà, donc toujours ces étudiants en art, eh bien, ils ont les mêmes résultats qu'ils aient un état d'esprit fixe ou de développement, parce que c'est déjà leur centre d'intérêt. Mais dès qu'on leur présente un nouveau centre d'intérêt, c'est là où la différence se fait entre état d'esprit fixe et état d'esprit de développement. Voilà, donc dans ce domaine-là, ça empêche de découvrir éventuellement de nouvelles passions, d'explorer de nouvelles activités, d'explorer de nouveaux centres d'intérêt. Autre chose, les gens qui ont un état d'esprit fixe par rapport au centre d'intérêt ont tendance à penser que leur passion va leur fournir une motivation illimitée. Euh, et ils vont penser aussi que le fait de travailler sur leur passion, ça ne devrait jamais être difficile ou exigeant. Et donc là, on va avoir un plafonnement des compétences et des capacités parce que, dites, bah, c'est ma passion. Ça ne devrait pas être un effort. Je suis passionné, admettons, on reste dans l'art. Je suis passionné de dessin. Bah, ça ne devrait jamais être difficile de faire des retouches et de faire un dessin. Donc c'est des gens qui ne vont pas forcément aller au bout des tâches non plus. Donc c'est là où leur passion va aussi être plafonnée. Et l'état d'esprit fixe peut aussi limiter la créativité et l'innovation. Euh, si les gens pensent que on est limité à un certain nombre d'intérêts, de centres d'intérêt innés, ils ne vont pas explorer d'autres sujets et ils ne vont pas faire des connexions entre thématiques, entre domaines différents. Et la créativité, ça part aussi de là.
C'est le fait d'avoir des connaissances sur des sujets différents, des compétences variées, et de pouvoir faire les connexions entre ces compétences. Donc voilà. Donc, encore une fois, que ce soit pour les capacités intellectuelles ou les centres d'intérêt, euh, eh bien, l'état d'esprit fixe, c'est une mauvaise idée, alors que l'état d'esprit de développement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que ça peut être enseigné tout ça? Est-ce qu'on peut apprendre à développer cet état d'esprit de développement? La réponse est bien sûr oui. Mais... Donc les deux chercheurs, là, ils ont publié une étude qui a montré que c'était possible dans le domaine, encore une fois, des centres d'intérêt des patients. Donc ils ont fait 2 études avec plus de 700 étudiants de première année en art, donc undergraduates, voilà, c'est donc licence 1, première année, et ils ont regardé comment les étudiants se voyaient. Alors la plupart des étudiants donc, qui avaient pris une majeure en art, eh bien ils avaient un intérêt fort dans les arts, les humanités, donc les sciences humaines, et les sciences sociales. Et ils avaient tendance à dire qu'ils se décrivaient comme des personnes qui n'étaient pas des personnes, pas des matheux, pas des scientifiques, quoi. Donc ensuite, ils ont aléatoirement pris ces étudiants, ils les ont mis dans des interventions. Alors, soit leur intervention pour développer, pour développer l'état d'esprit de développement par rapport au centre d'intérêt, soit dans un module de développement des compétences d'apprentissage. Voilà. Les deux interventions étaient en ligne et la plupart des étudiants mettaient moins d'une demi-heure à compléter, à le faire pendant leur première semaine de cours. Donc, dans leur intervention pour développer l'état d'esprit de développement par rapport au centre d'intérêt, il y avait donc de la lecture et une activité d'écriture, de réflexion, qui permettait aux étudiants de réfléchir à leurs intérêts, à leurs passions, comme des choses qu'ils cultivaient, plutôt que comme quelque chose qui était un truc à trouver, qui était déterminé à la naissance. Voilà. Et donc il devait lire un sujet là-dessus, qui racontait l'histoire de quelqu'un qui était plutôt dans cette situation-là, de développer des compétences, et il devait écrire un paragraphe sur une fois où ils ont développé un intérêt pour une activité, pour une nouvelle activité. Et en plus, les étudiants devaient suivre au moins un cours de maths ou de sciences pendant leur première année. Ça veut dire que les chercheurs, eux, ils pouvaient vérifier que leur intervention avait un effet sur leur perspective en maths ou en sciences. Donc ça, c'est quel que soit le groupe dans lequel ils étaient, ils devaient faire un cours de maths ou de sciences. Et donc à la fin de l'année, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé les résultats et tout. Et donc les étudiants qui ont reçu l'intervention pour développer cet état d'esprit de développement par rapport au centre d'intérêt étaient plus intéressés par leur cours de maths ou leur cours de sciences que ceux qui avaient reçu un entraînement à l'apprentissage. Et c'était d'autant plus vrai pour les étudiants qui se décrivaient fortement au début comme des gens qui n'avaient pas, en gros, la bosse des maths ou qui n'étaient pas scientifiques. Et donc les étudiants qui ont eu l'intervention, ils ont aussi eu de meilleures notes que ceux qui ont un entraînement pour le développement de compétences d'apprentissage. Donc en gros, ce que ça veut dire que quand on a des exemples de personnes qui arrivent à développer des passions, quand on prend le temps de réfléchir à des choses, des expériences, où on a découvert de nouvelles choses qui nous ont intéressés ou qui ont attiré notre curiosité, et qu'en plus on s'expose à des nouvelles choses, là, avec les cours de maths et de sciences par exemple, eh bien, on peut développer de nouvelles passions, de nouveaux centres d'intérêt. Et un nouveau centre d'intérêt, si on y passe un peu de temps, qu'on y met un peu d'énergie, ça peut devenir une passion. Donc l'idée, c'est d'exercer sa curiosité régulièrement, de s'impliquer dans de nouvelles activités, de faire de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux centres d'intérêt, tout simplement parce que c'est agréable, c'est sympa, et parce que ça peut stimuler, et ça peut permettre de découvrir des activités qui demain peut-être deviendront un loisir très agréable,
voire une passion, voire peut-être même une activité professionnelle / passion qui peut être intéressante. Mais quand on explore, quand on teste de nouvelles choses, évidemment, on s'expose à la déception, on s'expose à l'échec et on s'expose à l'ennui. Donc, il va de soi que quand on fait ça, bah, c'est pas que du plaisir non plus. Mais en fait, c'est une histoire de ratio entre risque et récompense, et ça vaut le coup quand même de s'exposer à des nouvelles choses régulièrement. Voilà. Et pour conclure sur cet article, ce que disaient les auteurs, c'est que toutes les activités vont pas devenir des passions dévorantes, évidemment, en sachant qu'après, dans les passions, il y a deux types de passions, que les passions dévorantes, c'est pas forcément un truc très positif non plus. Mais voilà, l'idée, c'est de trouver des choses qu'on aime faire, qui nous plaisent, et d'essayer de les pratiquer régulièrement, et puis de régulièrement aussi aller chercher de nouvelles activités pour essayer d'alimenter ses horizons, sa curiosité, sa créativité, etc. Et aussi sa résilience, parce qu'on va s'exposer à des choses pas toujours sympas, drôles, fun, etc. Voilà pour ce premier article. Il est déjà 44, mais c'est pas grave, on va continuer avec un article sur les talents. Donc là, l'article a été publié fin octobre, et vous allez voir la connexion entre les talents et les passions est assez évidente. Donc, qu'est-ce qui est dit dans cet article écrit par Jill Suttie? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a deux visions des passions, des talents. Les talents innés, les dons, et puis les talents qui se développent. Évidemment, là, si vous avez suivi pour le premier article, vous vous doutez que la réponse est plutôt du côté du développement des talents. Donc, négliger l'impact de l'environnement a des conséquences terribles sur le développement des talents, parce que ça nous amène à sous-estimer sur on va dire les progrès qu'on peut faire et le nombre de talents qu'on peut développer. Si en fait on se focalise sur les bonnes compétences et qu'on approche les choses de la bonne manière et qu'on a aussi un environnement qui nous soutient, c'est pas facile, mais c'est possible de développer des talents. Voilà. Donc là-dessus, donc Grant, c'est un chercheur qui a écrit. C'est un chercheur, je ne sais plus si c'est un prof ou un chercheur. Bon, Adam Grant, il a écrit un livre qui s'appelle Potentiel caché, bref, qui reprend la recherche scientifique sur le sujet. Dans le livre plus efficace et plus heureux là, que j'ai écrit, là, vous avez aussi un chapitre entier consacré à ça, au talent, au développement des dons. Vous avez plein d'exemples en fait, et de contre-exemples par rapport à ça. Et il y a toute une littérature aussi de vulgarisation sur le sujet. Hein. Le principe des 10 000 heures qui est un peu une simplification, etc. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais en gros, on accorde beaucoup, encore dans les médias généralistes, hein, d'attention au fait de voir des enfants qui ont l'air d'avoir des dons innés, en tout cas des inclinaisons innées ou très précoces pour des sujets particuliers, donc les enfants prodiges, hein, et on met pas assez le focus sur les personnes qui ont développé des compétences, des talents, parce que ils ont dû faire face à de l'adversité, et ils ont montré de la persévérance. Mais d'ailleurs, la plupart développer un talent, ça se fait toujours avec, à un moment donné, des éléments comme ça, hein, des difficultés. Et donc là, l'auteur, il trouve ça évidemment plus intéressant de parler de personnes qui dépassent des obstacles, parce que ça montre qu'on est résilient, ça montre qu'on est persévérant, etc. Et ça montre qu'on arrive à faire face à l'inconfort dans des situations de développement de compétences, quoi. Qu'on dépasse nos limites. Et donc là, toute son idée, c'est de dire l'important, c'est de gérer le discomfort, de gérer l'inconfort,
Et donc il prend l'exemple des polyglottes qui très jeunes font face à de l'inconfort, à des erreurs, et très vite intègrent le fait de faire des erreurs comme quelque chose qui est important dans les apprentissages. Parce que vous avez deux langues, vous devez adapter en fonction des contextes, où il y a des locuteurs de telle ou telle langue, et vous devez vous adapter aussi aux locuteurs. Vous ne pouvez pas mélanger les deux langues en permanence et mettre des mots de l'autre langue dans une autre. Alors que des fois, quand vous apprenez la langue, quand vous êtes un enfant, que vous avez deux parents par exemple qui parlent une langue différente, vous êtes donc bilingue à la maison, l'autre locuteur, enfin des fois vous avez le mot pour un objet, quelque chose, que dans une des deux langues au début. Et donc voilà. Mais sauf que vos locuteurs, ils ne parlent pas les deux langues. La plupart de vos locuteurs, ils parlent une langue. Donc, voire des fois même une troisième langue. Si vous êtes dans un pays étranger, que les deux parents vous parlent en plus chacun leur langue, bon, bref. Donc là, on est obligé d'apprendre, enfin l'enfant est obligé d'apprendre que l'erreur, c'est la partie du... Il faut faire des essais, des erreurs, et puis on ajuste, quoi. Quand on apprend, il faut prêter attention à la qualité et pas juste à la quantité des informations qu'on intègre. Il faut trouver le bon type d'information. Et donc oui, la manière dont on va chercher la bonne information est plus importante pour apprendre vraiment et retenir les infos que d'absorber plein d'informations. Donc c'est la différence entre, vous savez, l'apprentissage type entonnoir, la vision de l'apprentissage qui est fausse, hein, mais l'entonnoir, genre on vous bourre le crâne, plein d'infos, plein d'infos. En fait, il vaut mieux des bonnes infos, chercher les bonnes infos pertinentes au bon moment pour progresser, que de chercher à tout absorber. C'est une méthode de bourrin, en fait, de tout absorber. Ça peut marcher dans certains domaines, avec certaines personnes, quand on travaille d'une certaine manière, mais c'est pas la méthode optimale. Et le développement des talents, le développement des compétences avancées, c'est avant tout basé sur la pratique, ce qu'on appelle la pratique délibérée, qui implique justement de faire les bons exercices au bon niveau de difficulté, au bon moment, et donc d'aller chercher, quand l'exercice consiste à intégrer des informations, à mémoriser des informations, aller chercher les bonnes informations au bon niveau de difficulté, faire des exercices avec ces informations où on va faire des erreurs et de faire tout ça au bon moment, dans un bon timing, sur des sessions qui sont pas trop longues, pas trop courtes, etc. Et là, tout l'intérêt, en fait, des enseignants, des coachs, il est là, c'est que un bon enseignant, un bon coach, un bon prof, il va vous apporter justement le bon niveau d'exercice de difficulté, il va s'adapter à vous. Je parle d'un coach personnel, hein, d'un prof personnel. Évidemment, dans une classe de 30, c'est compliqué. Mais quand vous avez quelqu'un un entraîneur, il va regarder, ok, où est-ce que tu en es, je vais lui injecter ça comme exercice, il va faire ça. Il va vraiment essayer de planifier votre apprentissage pour ça. On peut aussi le faire en autonomie, mais au début, quand on découvre un sujet, c'est plus compliqué. Voilà, et donc, évidemment, chercher la perfection, tout de suite, à chaque fois, c'est une erreur. Quand vous êtes à la perfection sur un exercice, quand vous êtes à la perfection sur une compétence qui fait partie de l'éventail des choses que vous avez développées dans un domaine pour devenir talentueux dans le domaine, eh bien, il faut rajouter de la difficulté, il faut passer à la compétence d'après. Je dis n'importe quoi, si vous apprenez une langue et que vous connaissez les chiffres de 1 à 10, bon, bah, vous les connaissez. Au bout d'un moment, ça ne sert à rien d'être... Une fois que c'est parfait ou quasi parfait, il faut passer à autre chose. Il faut ajouter des infos pour que ça devienne plus compliqué. Mais pour arriver à cette perfection, il faut faire des erreurs, hein, évidemment. Sinon, on peut pas, on a parfait du premier coup, c'est que c'est trop simple. Donc, et donc que tout le monde peut le faire, et donc que c'est pas une compétence avancée, donc c'est pas un talent. Donc voilà, comme ça le problème est réglé. Euh, et c'est ce qui, voilà, c'est ce qu'il dit là évidemment. Hein, quand on a tendance à être dépassé, qu'il y a trop d'infos, que c'est trop compliqué, plutôt que de chercher des solutions en interne, c'est intéressant d'aller chercher des mentors, des enseignants, des coachs, des role models, donc comment dire, des personnes auxquelles on peut s'identifier, ou des pairs qui vont, eux, aider à échafauder l'apprentissage. C'est important cette notion d'échafaudage. Ça permet voilà, de nous donner un boost, de nous faire la courte échelle pour progresser un peu plus loin. Donc quelques conseils pour développer maintenant, que nous donne donc cet auteur, donc toujours basé sur la recherche. Quelques conseils
pour développer des talents, faire en sorte que les exercices, les tâches soient amusantes. C'est pas toujours possible, mais si on peut le faire, c'est quand même mieux. Euh, donc la pratique délibérée, on en parlait, là c'est mettre de l'amusement délibéré. Donc transformer le travail de fond de tous les jours en une source de joie. Euh, Parce que par exemple, quand on apprend une langue, il faut répéter à un moment donné du vocabulaire, il faut l'apprendre aussi. Et faire ça sous forme de quiz, de jeux, de cartes Anki, etc., se tester, faire des scores, tout ça, ça peut rendre le truc un peu plus amusant. Faire des quiz à plusieurs, si vous avez des potes qui apprennent la même chose que vous, c'est plutôt une bonne manière de faire. Ça marche pas pour tout, mais c'est une technique qui peut marcher pour une partie des apprentissages dans un domaine particulier. Faire des pauses, hyper important. On apprendre et mémoriser, intégrer les informations, c'est quand on ne travaille pas que les infos sont vraiment intégrées dans le cerveau, donc autant dans le sommeil que dans les pauses. Quand on fait de la pratique délibérée, on ne peut pas faire ça plus d'une heure, 1 heure et demie, grand maximum. Et donc c'est toutes les méthodes Pomodoro, les méthodes de pratique délibérée où on va avoir des breaks, avoir de la consolidation de la mémoire. Donc c'est pareil, si vous cherchez consolidation de la mémoire, pratique délibérée sur le blog, sur Réaliser, vous allez avoir des éléments plus détaillés là-dessus. Dans le livre, encore une fois dans le livre j'en parle aussi, hein. Voilà, tout ça, il y a des choses, il faut organiser, il faut faire des pauses, c'est important. Pivoter quand on en a besoin, c'est-à-dire que des fois il faut changer de méthode, changer d'approche. C'est pas que vous partez en arrière, c'est que vous faites un détour, vous changez. Quand vous atteignez un plafond, que vous avez du mal avec un type d'exercice, il vaut mieux essayer de changer, de varier les choses, quitte à y revenir après, et ça permet souvent de rafraîchir les choses, de se remotiver aussi. Se focaliser sur les autres, donc là l'idée c'est de chercher l'inspiration quand les autres ont rencontré des difficultés, des obstacles, comment est-ce qu'ils ont fait pour les dépasser. Et donc là, c'est plutôt s'inspirer des autres. Et une autre manière encore de développer des compétences, c'est d'apprendre ce que vous avez appris aux autres. D'apprendre ce que vous êtes d'enseigner ce que vous êtes en train d'apprendre. Euh, donc ça c'est la méthode Feynman. Là aussi il y a un article sur le blog qui vous explique ça, et puis sur internet vous trouvez plein de choses là-dessus. C'est essayer d'expliquer ce que vous êtes en train d'apprendre à quelqu'un de la manière la plus simple possible pour qu'il puisse la comprendre. Si vous arrivez à expliquer, c'est que vous avez assimilé de manière simple et compréhensible, c'est que vous avez assimilé la chose. Et donc évidemment, après, c'est oui, les organisations on pourrait modifier plein de choses pour faciliter le développement de talent. On pourrait modifier les écoles, les organisations, les équipes, les formations professionnelles pour développer les talents. Merci Jardikistan pour le follow. Et on peut donc en fait remodeler complètement les environnements pour favoriser ça. Alors ça c'est des politiques publiques, c'est beaucoup plus compliqué, ça coûte de l'argent, c'est une volonté politique aussi de faire ça, c'est une volonté politique basée sur ce que la recherche nous dit, et ça il faut déjà que les politiques aient conscience des résultats de recherche sur le sujet. Donc là, encore une fois, c'est un peu la tarte à la crème, mais il nous donne l'exemple de la Finlande, où, où l'éducation est un peu plus basée sur le côté enjouement, sans être forcément du jeu, mais voilà, on s'amuse un peu plus. Et à chaque fois, et ça c'est vrai que c'est hyper important, vous avez des enseignants dans des matières, donc les enfants de mémoire, école primaire, collège, c'est un seul et même bloc. Et en fait, les enfants, ils ont des thématiques, des cours à aborder. Il faut qu'ils fassent un certain nombre de cours. Par exemple, en maths, il faut qu'ils en fassent un certain nombre dans leur scolarité, mais il n'y a pas de moment précis où ils doivent les faire. Mis à part peut-être les bases au tout début par rapport à, par exemple, apprendre à lire, à écrire et les maths, il doit y avoir des bases vraiment où tout le monde est dans le même rythme. Mais après, très vite, ils choisissent, ils font des cours de maths, de bricolage, de géométrie, de français, etc. Il y a un certain nombre de cours troncs communs qui sont obligatoires, mais il y a plein de choses, qui sont obligatoires dans un certain rythme, mais il y a plein de choses qu'ils choisissent. Et à chaque fois, vous avez donc un prof dans la matière, et vous avez des experts en apprentissage, en sciences de l'éducation, qui vont en fait assister les enseignants. Il n'y en a pas un par prof, mais je crois qu'il y en a un pour 2 ou 3 profs, et donc ils vont passer dans les classes, ils vont faire cours avec les profs, ils vont les aider, etc. Et donc ça, c'est hyper important aussi. Pour aider les étudiants, le fait de choisir les cours et de faire des cours aussi de menuiserie, de cuisine, et d'intégrer ça au tronc commun,
Ça permet de découvrir des passions. Parce que malheureusement, en France, on sépare, ça c'est pas dans... Enfin, comment dire, euh, accéder à des cours plus manuels, en fait, à moins de sortir du collège unique, bah, vous en avez pas tellement. Donc ça, c'est un peu dommage. Et en plus, vous avez cet accompagnement avec des experts de l'éducation. Non pas que les profs ne soient pas des experts de l'apprentissage, ils ont tous un master maintenant aujourd'hui, mais bon, c'est difficile d'être expert de sa discipline et d'être à fond expert de l'apprentissage et de faire cours et en même temps d'analyser ses élèves en détail, etc. Quand vous avez une tierce personne qui voit ce qui se passe dans la dynamique de l'apprentissage et qui est là pour vous aider, vous apporter des choses, vous aider à préparer des cours, à trouver des nouvelles approches, etc., bah, ça facilite quand même vachement les choses. Donc voilà, ça c'est une manière aussi dans des institutions de développer ça. Après, il parle des nouveaux outils, il y a plein de nouveaux outils pour apprendre, la réalité virtuelle et compagnie, machin, mais bon, ça c'est des choses qui sont pas, comment dire, euh, qui sont que des outils. Donc il faut pas abuser de ça, il faut faire attention à ça, quoi. C'est-à-dire que l'outil doit jamais devenir la réponse euh, à une problématique. Ça doit être un outil tout simplement. Bien, on a fini cet article et on va terminer avec un dernier article. On a le temps, on va aller assez vite parce que l'article est court. Je crois, voilà. Hop. Dernier article de Scientific American pour mener une vie qui a du sens, devenez votre propre héros. On s'éloigne un tout petit peu du sujet des passions, des talents, mais quelque part, on n'est pas très très loin. Alors attendez, je rezoome dessus pour que ça soit lisible pour vous aussi. Donc, petit pas de côté pour finir. Vous connaissez tous, je pense, comment dire, le mythe du héros. C'est comme ça qu'on dit en français, je crois. Enfin, en tout cas, voilà, le mythe du héros. Et donc, toutes les légendes anciennes, tous les contes, etc., suivent une certaine trame avec des variations qu'on appelle justement ce qu'on appelle le mythe du héros. Donc c'est Joseph Campbell en 1949 qui a inventé ce concept de mythe du héros et de cette trame narrative qui est retrouvée partout. Alors, c'est un truc, si vous avez, enfin, les gens qui ont fait une école par exemple de cinéma ou autre, ils sont tous passés par là, ils connaissent tout ce truc. En fait, il y avait beaucoup plus d'étapes dans le mythe du héros à la base quand il a été conçu. Et puis, il y a un peu une tendance à vouloir tout faire rentrer absolument dedans. Donc, c'est à la fois vrai qu'on a toujours des trames similaires, mais en même temps, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'après, il y a des subtilités. Et donc, il y a une étude récente du journal de la personnalité et de la psychologie sociale qui a montré que les personnes qui cadraient, qui réfléchissaient à leur vie, qui concevaient leur vie comme leur propre mythe du héros, leur propre. Alors en anglais, c'est le voyage du héros, la quête du héros, le voyage du héros. Donc quand on conçoit sa vie comme justement un voyage de héros, eh bien on y trouve plus de sens. En tout cas, c'est ce que montre une étude. Et donc les auteurs, ils ont, les auteurs qui parlent dans l'article, qui sont des chercheurs, ils ont développé une intervention pour augmenter le sens que les gens trouvaient à leur vie, justement en se basant sur cette approche-là. Parce que quand les gens commencent à voir leur vie comme leur propre voyage de héros, ils y trouvent plus de sens et ils ont moins d'épisodes dépressifs et ils arrivent à être plus résilients par rapport aux changements qui surviennent dans leur vie. Donc notre cerveau, il est un peu prédisposé à voir les choses, à voir le monde comme des histoires. On se raconte des histoires, on imagine des histoires, etc. On a des narratifs toujours pour expliquer les choses. Ces histoires, elles permettent de nous définir qui on est et de donner une cohérence à nos expériences de vie. C'est d'avoir du sens, de dire, ben voilà, ça a du sens parce que, en fait,
on raconte une histoire, il s'est passé ça, 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 donc il y a une connexion entre les éléments, et hop, tout ça, ça fait une histoire. Donc dans le mythe du héros de Campbell à la base, on a 17 étapes. Ce que je vous disais, c'est que en fait, il y a des trucs hyper spécifiques. Tout n'est pas tout à fait pertinent à chaque fois. Et puis il a essayé un peu de tout mettre dedans aussi. Euh, donc là, les auteurs, les chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Et puis il y a aussi certaines choses qui ne sont pas adaptées à la culture contemporaine de 2020-2023. Donc ce qu'ils ont fait les auteurs, les chercheurs, ils ont simplifié ces 17 étapes en 7 étapes qui pouvaient être trouvées, qu'on pouvait retrouver à la fois dans les légendes, dans les histoires et dans la vie de tous les jours. Et donc ici, le protagoniste principal, c'est évidemment la personne, l'individu qui va travailler sur son histoire personnelle. Et voilà, on a donc à chaque fois un protagoniste principal, des circonstances qui changent, une quête, un défi, des alliés, une transformation personnelle et un héritage qui suit tout ça. Voilà, une histoire à raconter, quoi. Donc voilà un peu les étapes. Là, c'est leur version moderne. Donc là, ils prennent l'exemple du Seigneur des Anneaux. Donc Frodon en français, ou Frodo, qui livre la... putain, j'ai du mal ce matin, pardon, excusez-moi. Qui quitte la comté, qui détruit... donc qui quitte la comté, voilà, qui va détruire l'anneau, le pouvoir, il va rencontrer des... Ça c'est sa quête, il doit le faire en tout cas. Il rencontre des alliés, il va avoir des défis, évidemment. Donc les forces de Sauron, etc. Il y a une transformation, il découvre une force intérieure, et puis ensuite il y a un héritage. Voilà. Et quand il revient chez lui, il va pouvoir raconter son histoire. Dans la vie de tous les jours, là ils prennent l'exemple d'une jeune femme, qui va déménager à Los Angeles pour développer donc, une idée d'entreprise, donc c'est sa quête. Elle va avoir du soutien de ses amis et de sa famille, ses alliés. Elle va faire face à des défis, donc des échecs, des questionnements personnels, etc. Et puis, elle va se transformer en personne qui va avoir confiance et qui va devenir un leader successful. Donc, elle va réussir son défi. Et puis, elle va ensuite pouvoir aider la communauté et transmettre ce qu'elle a appris de tout ça, faire un TED Talk, je sais pas, enfin bref, vous voyez un peu le délire. Évidemment, c'est une histoire simplifiée, mais voilà. Et donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé la connexion entre la manière dont les gens racontent leur histoire de vie. On a fait dans une revue de psychologie positive, il y a 1 ou 2 semaines, on a regardé un petit peu les histoires de vie, notamment avec les IA, comment les IA pouvaient développer des histoires de vie. Donc c'est intéressant, ces articles-là avec ChatGPT, je vous invite à le regarder sur la chaîne de replay si ça vous intéresse. Donc les gens ont des histoires de vie, donc ils vont regarder comment les gens racontent leur histoire de vie et regarder le lien entre ça et le sens qu'ils trouvent à leur vie. Donc, ils ont récolté 1200 histoires de vie en ligne, voilà. Et ils ont pris aussi des gens en physique, en réel, à Chicago, des adultes. Et ils ont fait passer des questionnaires sur le sens que les gens trouvaient à leur vie. Comparé chaque jour à la quête de l'anneau, j'espère que c'est un peu plus simple que la quête de l'anneau parfois, mais oui, c'est un peu l'idée. Et donc ils ont comparé ça avec des questionnaires de sens dans la vie, de satisfaction dans la vie et niveau de dépression. Donc ils ont mesuré tout ça. Et donc les personnes qui ont plus d'éléments de la quête du héros dans leur vie, en tout cas qui en parlent le plus dans leur narratif, eh bien ils trouvent plus de sens à leur vie, ils sont plus épanouis, ils ont moins de dépression. Ils ont une meilleure vision d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils voient plus, ils ont des buts plus clairs, ils voient plus ce qu'ils ont à faire dans la vie, etc. Et ils se lancent dans plus de nouvelles activités, dans davantage de nouvelles activités. Voilà, ils ont des objectifs, ce qui est écrit ici, pardon. Ils ont des objectifs plus clairs, ils ont des alliés aussi plus clairs, donc des amis aussi qui les soutiennent plus, etc. etc. Donc en fait, recadrer, revisiter sa vie et se dire, ok, comment est-ce que je peux voir ma vie, mon taf par exemple, mais pas forcément le job que je suis en train de faire actuellement, mais mon rapport au travail, etc., comme une quête
et comment est-ce que je peux me voir comme le héros de ma propre vie, ça aide à, euh, à changer de comportement et avoir des comportements qui permettent de trouver plus de sens. Ça ne veut pas dire que c'est magique, hein, ça ne veut pas dire que tout de suite je regarde ma vie comme si j'en étais le héros et ça y est, j'ai des alliés de partout, je réussis à dépasser tous les obstacles, mais en tout cas ça facilite le fait de trouver du sens à sa vie. Et trouver du sens à sa vie, bah, ça aide à avancer en fait. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres bénéfices aussi. Euh, donc le côté rédemption, le côté résilience et rédemption, puisque c'est souvent le côté rédemption, ça fait souvent partie de la phase de transformation, donc de l'avant-dernière phase de, de, du voyage du héros. Euh, mais alors là, c'est ce qu'il regardait, c'était qu'en fait, il regardait le nombre d'étapes. Hein, et donc, quand on a la phase de rédemption, ben, ça aide évidemment. Mais quand on a toutes les étapes, donc la phase aussi de transmission derrière, on a encore plus de sens. Évidemment, quand on commence à être à une phase où on peut aider les autres parce qu'on a tiré des leçons de sa propre vie, où on va former des personnes plus jeunes, où on va accompagner, aider des potes par exemple, etc. Évidemment qu'on y trouve plus de sens parce que ça veut dire qu'on est à une phase où on a réfléchi à sa propre vie, on a tiré des leçons de ce qu'on a fait et on arrive à aider les autres avec ça. Donc ça va un peu de soi que le fait d'avoir cette brique en plus, ça aide à aller plus loin. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre qu'est-ce que j'avais noté d'autre sur l'article? Oui, donc eux, ils se sont demandé justement si en changeant ce côté narratif de vie, ça permettait, en mettant plus d'éléments de la quête du héros, ça permettait aux gens de trouver plus de sens, en faisant directement une intervention pour développer ça. Et donc eux, ils ont essayé de développer ça, hein. Donc de développer une intervention qui permettait d'inciter les gens à réécrire leur histoire selon la trame de la quête du héros. Et donc, pour faire ça, ils ont fait 6 études consécutives avec 1700 participants et ils ont montré que ça fonctionnait. Donc, quand on réécrit sa vie, alors avec plusieurs étapes selon la quête du héros, ça permet d'y trouver plus de sens. Ça permet d'augmenter le bien-être, d'augmenter la résilience et d'aider à dépasser des, euh, des difficultés personnelles. Donc leur intervention, elle a 2 étapes. D'abord, identifier les 7 éléments dans sa propre vie et les connecter justement en une histoire cohérente. Euh, et donc voilà, c'est ça les 2 étapes. Pardon. Il faut identifier les 7 éléments et les connecter entre eux. C'est ce qui marche le mieux. Parce qu'ils ont fait d'autres versions, ce qui est écrit ici, hein, où ça marchait moins bien, où il faisait qu'une partie de ça. Euh, et donc ça permet aux gens aussi de trouver plus de sens en général dans la vie. Et donc pour finir, ce qu'il me dit, c'est que n'importe qui peut recadrer, et je vous remontrerai le schéma après pour finir, mais n'importe qui peut recadrer, revoir sa vie, revisiter sa vie comme une quête de héros. Euh, et ça permet, même si c'est modeste, hein, d'avancer vers cette vision-là, en se voyant comme le personnage principal de sa vie. C'est un peu. Alors là, ça fait très truc de coach, développement personnel, un peu, euh, un peu cheesy et un peu naze, mais vous savez, hein, le fait ne soyez pas le personnage secondaire de votre propre vie, etc. Mais bon, l'idée, au-delà des gimmicks et des phrases sympas qui font plaisir, l'idée c'est vraiment de faire un travail où on regarde en détail, ok, c'est moi le protagoniste, d'accord, c'est quoi mes caractéristiques, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, quels événements de ma vie je peux connecter à telle ou telle étape de la journée du héros, et comment après j'articule tout ça ensemble. Euh, Et une fois qu'on a tout ça, ou qu'on n'a qu'une partie de ça, on peut fixer des objectifs, justement, pour rester motivé. C'est le côté aussi un peu, entre guillemets, gamification. C'est-à-dire que on va voir sa vie comme une quête de héros. On va se dire, ok, c'est quoi mes objectifs, c'est quoi mes challenges, c'est quoi mes défis, comment est-ce que je peux améliorer mes compétences pour relever ces défis-là et avancer dans ma quête du héros. Et, euh, et donc ça, c'est intéressant. Et puis comment est-ce que je peux tirer des leçons de tout ça? Comment est-ce que je peux faire profiter aux autres de ce que j'ai tiré de ma propre vie, de ce que j'ai appris de ma propre vie? Et voilà. Et pour finir, ce qu'ils nous disent, c'est que effectivement les chercheurs là, qu'on va probablement pas sauver le monde,
comme dans un conte ou dans une histoire de SF ou fantastique, etc. Mais on peut devenir un héros dans le contexte de sa propre vie, ce qui, au moins, fait une belle histoire, quoi. Fait une meilleure histoire que le fait d'être plutôt passif, si je prends l'extrême inverse. Donc voilà un peu pour cette histoire. Après avoir parlé des talents et des passions ce matin, je voulais finir avec ça, parce que je trouvais ça intéressant comme approche. Euh, ce serait pas mal d'ailleurs que j'aille faire un petit peu une synthèse de l'article en détail, que je vous donne un peu les éléments sur, je sais pas, sur un article du blog ou autre. Mais je trouve ça intéressant comme approche. J'avais jamais trop vu le fait d'appliquer cette approche directement de manière scientifique, hein, bien sûr, dans le côté développement personnel. Donc je trouve ça intéressant à creuser et à creuser aussi sur la méthodo. Il faudrait que je vous ressorte la méthodo de l'étude et surtout de l'intervention qui marche le mieux pour qu'il y ait le protocole en fait, pour essayer de l'appliquer. Ça peut être intéressant. Mais en gros, l'idée, voilà, c'est ça. La définition, donc je vous fais à la souris parce que vous ne voyez pas ce que je fais, sinon je suis voilà, un peu débile. Donc la définition du protagoniste, vous, comment est-ce que vous décrivez, c'est quoi vos caractéristiques, euh, qu'est-ce qui vous, est-ce qu'il y a des événements dans votre vie qui vous ont fait bouger, qui vous ont fait changer, qui vous ont fait démarrer une quête? Quelle était la quête en question ou les quêtes en question? Quels alliés vous avez trouvés sur la route de votre quête? Où vous devez chercher? Ça dépend en fait. On a plusieurs quêtes, hein, donc voilà. Ça peut être à plusieurs moments de la vie. Quel défi vous avez relevé? Qu'est-ce qui a changé chez vous suite à tout ça? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez pu transmettre? Donc, je dis n'importe quoi, par exemple, vous êtes professionnel, vous avez fait des études, et bien quand vous avez fait vos études, vous avez bougé, etc., etc. Donc en fait, l'idée, c'est de vraiment identifier des éléments qui correspondent à chaque étape sur différentes quêtes et ensuite de raconter des histoires avec ça et de connecter tout ça. Et si vous connectez tout ça, en fait, vous avez fait une réflexion sur une partie de votre vie avec des quêtes soit en cours, soit des quêtes qui sont passées, et ça vous permet d'avoir une meilleure vision des choses et de vous approprier un peu plus votre vie et de voir aussi, de réfléchir à vos compétences, qu'est-ce que vous avez développé, vos alliés, qui a vraiment été là pour vous aider, etc. etc. En fait, c'est vraiment une grille de lecture intéressante, sympa et marrante sur laquelle on peut travailler sur des vraies choses en fait derrière. Donc c'est plutôt chouette. Il est 9h15, donc je vais m'arrêter là pour pouvoir filer justement au travail. Je live tous les jeudis matin pour la revue Psychologie positive. J'essaye de live à d'autres moments pour faire d'autres formats. J'avais fait des formats sur, voilà, où je regardais sur, découvrais des sujets par exemple divers et variés, et des fois un peu de jeux vidéo, mais en tout cas le seul truc que j'arrive à tenir pour l'instant c'est tous les jeudis matin. Donc c'est des articles de psychologie positive, soit de la vulga comme aujourd'hui, soit directement des articles scientifiques. Et j'essaye d'en faire allez, 3-4 par session. À chaque fois, il y a les replays sur la chaîne YouTube, de toute façon, donc si tu veux regarder à quoi ça ressemble. Voilà, donc tous les jeudis, j'essaye de faire ça. En général, normalement, c'est de 8h à 9h, mais c'est plutôt de 8h15 à 9h15. Mais voilà. Donc si tu veux repasser les semaines suivantes, n'hésite pas. Ça marche. Donc voilà, je m'arrête là. Bonne journée et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouveaux articles qu'on pourra décortiquer sur la psychologie positive. Et puis d'ici là, excellente journée et spécialement à toi, Jardikistan, et puis à ceux qui regardent en replay, eh bien passez aussi une excellente journée. À plus tard.